Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Méril, le président de la CFE-CGC, premier syndicat des cadres. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Cette réforme des retraites qui sera examinée donc, cette semaine au Sénat, on va en parler. Mais d'abord, cette journée d'action qui nous attend le 7 mars. Vous appelez, vous aussi, tous les salariés à une grève totale pour que la France soit à l'arrêt mardi prochain. La CFE-CGC est partie prenante dans l'intersyndicale, au même niveau que les autres, et donc on appelle, avec les autres syndicats, à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Étant entendu, bien sûr, que c'est aux sections syndicales de se déterminer sur les voies et les moyens d'agir le 7 mars, de rejoindre les manifestations, de déclarer ou non 1 heure, 2 heures, la demi-journée, la journée de grève. Ça fait partie des usages communs que chacun connaît dans les activités dans lesquelles il est et dans lesquelles il y a une représentation syndicale. Ce sera suivi ou pas selon vous, cette journée de grève ? C'est toujours difficile de faire un pronostic. Moi, ce que je sais, c'est que oui, ce sera très suivi. Les cortèges seront, à mon avis, assez fournis. Et ce qui est important aussi, c'est le côté qualitatif. C'est-à-dire, on voit bien, c'est une forme enthousiasme n'est pas forcément le mot qui caractérise le mieux la situation, mais une volonté très partagée de tous nos collègues dans leur milieu de travail de participer à ce mouvement, d'en être finalement. Au-delà de cette journée, au-delà du 7 mars, le gouvernement qui ne donne pas le sentiment de vouloir reculer pour le moment, jusqu'où il faut bloquer l'économie pour faire reculer le gouvernement? Moi, j'espère que le 7 mars suffira. Il sera suivi le 8 mars par des témoignages de différentes structures syndicales, de différents sites, parce que c'est la journée de la femme. Et donc, c'est l'occasion aussi de faire remarquer que dans cette réforme, la femme est particulièrement maltraitée. Mais on y reviendra peut-être. Moi, ce que je souhaite, ce que je pense sincèrement, c'est que le gouvernement a une opportunité. Enfin, quand je dis le gouvernement, je veux parler bien sûr d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui décidera ou non de revenir en arrière sur ce projet. Moi, je crois qu'il y a un espace, je le crois très sincèrement, et qu'aujourd'hui, c'est la meilleure politique, c'est-à-dire de retirer ce projet. C'est la seule issue pour vous, ce conflit? Oui, pour moi, c'est la seule issue. Mais en même temps, on voit bien que le gouvernement veut aller au bout de sa réforme. Qu'est-ce qui pourrait le faire reculer? On n'a aucun signal comme quoi le gouvernement voudrait reculer aujourd'hui. J'ai du mal à comprendre ça parce que, d'ailleurs, les dernières interventions du président de la République sont assez étonnantes. Il parle de bon sens. Alors le bon sens, je crois qu'on l'a assez mobilisé ces dernières semaines, ces 2 mois qui viennent de s'écouler. On a démonté pièce par pièce le bien fondé de cette réforme. On nous disait cette réforme est nécessaire. Nous, on a démontré que ça n'était pas le cas. Il y a des déficits. Vous ne niez pas les 13 milliards d'euros de déficit horizon 2030. Non, je ne nie pas du tout que dans les projections qui ont été faites avec les indicateurs qui ont été retenus et sur la vision globale, systémique des choses, qui assimile les retraites du privé avec les retraites du public, qui met tout dans le même paquet, les 33 milliards d'engagement de l'État à verser des pensions des fonctionnaires, parce que c'est ça le sujet en fait. L'État vient vers nous et il nous dit, c'était d'ailleurs sa première version, j'ai besoin d'argent pour financer mes politiques publiques, ce que je crois est vrai. Pour le coup, l'État a toujours besoin d'argent. Et donc, il se retourne vers les salariés, ses seuls salariés, et il dit, pour pouvoir financer mes politiques publiques, vous allez travailler un peu plus. Et donc, je vais prendre un peu d'argent dans votre poche, l'argent qui normalement vient à l'équilibre des retraites. Et grâce à ça, je vais pouvoir financer d'autres politiques publiques qui n'ont rien à voir avec la question des retraites. Et c'est ça, en fait, qui fait débat et qui n'est pas acceptable. À partir de là, finalement, l'État, il invente un scénario. Il dit les déficits prévisibles avec les indicateurs qu'on a donnés vont être insurmontables pour nous, ce qui n'est pas vrai parce que les indicateurs qu'a donné l'État sur lesquels il s'appuie sont pour certains assez contestables, pour d'autres ils sont discutables. L'espérance de vie par exemple, l'État a dit l'espérance de vie va continuer d'augmenter. Déjà en 2022, l'État est pris en défaut parce que ses projections d'espérance de vie, elles sont 1 an supérieures à ce que réellement on a constaté. En fait, moi j'ai eu cette discussion avec Olivier Dussopt. Vous savez, l'espérance de vie n'augmente plus depuis 2014. C'est très facile à vérifier, il suffit d'aller sur un moteur de recherche et de taper espérance de vie, ça vous sort un tableau qui vient de l'INSEE ou de l'INED, peu importe,
sont les mêmes références, ils nous démontrent que l'espérance de vie n'augmente plus. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle en tant que telle, mais quand le ministère du Travail... Quel impact ça ? C'est un impact de premier ordre, en fait, parce que pour les prévisions, justement, dès l'instant qu'on prévoit une augmentation de l'espérance de vie dans les années futures, du même niveau que ce qu'on a constaté entre 2000 et 2010, par exemple, ce qui avait justifié la réforme de 2014, forcément, on a des prévisions de dépenses qui ne sont pas conformes à ce qui va réellement se faire. Après, il y a un autre indicateur qui est très discutable, c'est la façon dont l'État prévoit que la productivité va rétribuer les salaires. Nous, on a constaté, en regardant dans le détail, on s'aperçoit que finalement, on continue à faire de la productivité, ce qui, je crois, est un mouvement assez indépassable, finalement, et que, par ailleurs, les salaires n'augmentent pas à due proportion de la productivité qui est faite. Ce qui revient à dire, finalement, que l'État prévoit qu'on va continuer à faire de la productivité, mais que ça ne profitera pas à l'ensemble des revenus et des salaires, mais que donc finalement on va continuer à tirer vers le bas l'échelle des salaires et des compétences. Nous on pense que ce n'est pas une bonne chose, et pour le coup c'est un point qui se discute. Enfin il y a un troisième point, il y en a d'autres, mais celui-là est assez déterminant, c'est la question de l'emploi des seniors. Finalement, l'État, il dit un truc assez simple, il dit si on recule, si on décale l'âge de départ, par un effet mécanique, ils appellent ça l'effet horizon. C'est ce qui s'est passé avec la réforme. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi ça ne marchera pas ? Finalement, non. Nous, on pense que le problème à régler aujourd'hui, c'est le taux d'emploi des seniors dans le dispositif qui existe aujourd'hui. Parce que décaler l'âge de départ, ça va créer une trappe à précarité supplémentaire, un nombre supplémentaire de personnes qui vont finalement attendre dans le non-emploi le moyen de liquider leur retraite à 64 ans. Et ça, c'est une façon assez irresponsable, nous en tout cas, c'est ce qu'on pense à la CFE-CGC, d'aborder la question de l'emploi des seniors. On a fait 23 propositions au gouvernement, aucune n'a été retenue ni même examinée. Ça, pour le coup, c'est un sujet dynamique au sens propre, sur lequel, je crois, il y a matière à lancer un vrai plan et un grand plan de responsabilisation des entreprises. Je le disais, le Sénat va examiner cette semaine ce projet de réforme des retraites. Bruno Retailleau, hier, nous disait en tout cas, je crois que c'est dans le Parisien, président du groupe LR au Sénat, il proposait un CDI de fin de carrière pour les plus de 60 ans, exonérés de cotisations familiales. Pourquoi pas ? Cotisation familiale ? C'est ce qu'il a dit, familiale. Écoutez, je ne sais pas trop... Moi, j'étais surpris aussi. Je pensais que c'était exonéré de cotisations. Exonéré de cotisations. Mais c'est le grand truc, ça. On veut exonérer les cotisations. Pourquoi pas ? Ça a marché vous savez, quand on regarde... si vous voulez, on va revenir aussi sur l'apprentissage et le coût que ça représente. Mais juste sur l'histoire de l'exonération des cotisations. Le problème que l'on a dans le dispositif des retraites par répartition, ce n'est pas un problème de dépenses. Si vous regardez attentivement le rapport du corps sur les prévisions de dépenses, sans rien changer au dispositif actuel et dans les 4 scénarios qu'il a envisagé, l'emprise des retraites, le paiement des retraites sur le PIB n'augmente pas. Il reste stable. Il y a un vrai problème de recettes et donc il faut arrêter, je pense... Il faut arrêter de faire des franchises ou des exonérations de cotisations. Il faut arrêter de faire des exonérations. Vous savez, ce sont les avantages socio-fiscaux qui sont donnés aux entreprises. Si on rajoute à ça les aides directes et les avantages fiscaux, c'est plus de 200 milliards qui vont de l'État. Il y a trop d'aides aux entreprises à vous écouter ? Moi, non. Moi, je suis pour qu'on aide les entreprises. Je suis pour qu'on aide l'économie. Je pense qu'un État fort, un pays fort, c'est un État stratège qui, justement, organise le soutien et le maintien des différentes activités qui ne sont pas que des activités industrielles. Il peut y en avoir dans différents domaines. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut être sélectif dans les aides qu'on donne. Et tout ce que fait l'État, tout ce qu'a fait l'État depuis une vingtaine d'années, et en particulier depuis une dizaine d'années, n'est pas du tout sélectif. Et surtout, ça n'est pas conditionné. Quand vous voyez le crédit impôt compétitivité emploi, qui désormais a été intégré même dans la fiche de paye, c'est quand même un peu plus de 20 milliards par an. Quel est le gain ? On ne le sait pas en fait. Il y a une étude de France Stratégie qui nous montre que c'est de l'ordre de 100 000 emplois, ce qui est finalement très très peu. Ce sont les emplois les plus chers qui puissent exister. Et que moi je critique ça de la part du gouvernement. C'est trop facile d'arroser le sable avec une lance à incendie quand on a planté une petite prime verte au milieu. Il a beau jeu de dire oui mais j'ai sauvé la fleur. Non, je pense qu'avec un tel effort, une telle participation des deniers publics, on peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus efficace. Et surtout, on doit conditionner les aides. Parce que vous avouerez quand même que c'est un peu scandaleux de venir vers nous en disant, voilà, il y a des problèmes de déficit futur, la même année où les entreprises du CAC 40 ont battu tous leurs records de versement de dividendes. Et je vais vous dire tout de suite que je n'ai rien contre ça. Vous savez que les chiffres d'affaires des boîtes du CAC 40 ne sont pas réalisés en France. 80% de leurs chiffres d'affaires et de leurs profits sont réalisés à l'étranger. Si ça n'était que cela, moi, si vous voulez, j'ai rien contre les dividendes, c'est pas le problème, et je suis pour que les entreprises fonctionnent bien. Par contre, quand on voit qu'il y a là-dedans
23 milliards de rachats d'actions. Je trouve ça vraiment insupportable, c'est scandaleux. Et pour tout vous dire, à chaque fois que j'en parle à un ministre, j'en ai même parlé au président de la République l'année dernière, il était d'accord avec moi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que 23 milliards de rachats d'actions, vous le savez, c'est un tas de billets qu'on met sur la table et auxquels on met le feu. Ce sont des investissements pour l'avenir qu'on ne fait pas. Tout ça pourquoi? Pour spéculer et faire monter de façon artificielle des actions. Donc moi, je trouve ça inadmissible. Il faut interdire les rachats d'actions? Ah oui, je pense que oui, on doit pouvoir l'interdire, ou à tout le moins, si on ne peut pas le faire, on doit dire que toutes les entreprises qui aujourd'hui ont cette pratique, eh bien, elles n'ont plus aucune aide publique. Aucune aide publique, et si elles sont conditionnées, on leur demande de les rembourser. C'est quand même pas très compliqué de le faire et de le mettre en place. Au passage, c'est ce qu'on fait vis-à-vis des individus, des particuliers. Les contraintes qui pèsent sur les individus qui touchent des subventions de l'État sont très très fortes, et s'ils n'appliquent pas des conditions précises, ils les remboursent. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ça avec les entreprises. Pour les cadres, en quoi cette réforme des retraites est négative pour les cadres? Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas travailler quelques mois de plus? Les cadres, ce ne sont pas les métiers les plus pénibles quand on est cadre, non? C'est pas un métier physique, c'est pas... Alors, c'est pas un métier physique, oui, on peut dire ça comme ça, mais ce sont pas les métiers les plus pénibles. Moi, je dis que ça se discute. Il faut voir aujourd'hui dans quelles conditions les gens travaillent. Je rappelle les professions intellectuelles à responsabilité, les risques psychosociaux, les burn-out, je ne l'ai pas inventé, ça existe. Il y a des données objectivées de l'OMS, de tout un tas d'experts qui travaillent là-dessus et qui mettent en évidence ce que je crois est aujourd'hui une maladie extrêmement préoccupante pour l'avenir, finalement, c'est la façon dont les injonctions paradoxales, dont la difficulté aujourd'hui d'avoir à assumer et remplir des missions extrêmement exigeantes sans en avoir les moyens, génère chez les individus une forme de trouble et de fatigue relativement importante. Là encore, ce n'est pas une position syndicale, c'est juste l'interprétation, l'utilisation et le commentaire sur des chiffres qui sont aujourd'hui totalement objectivés. Et puis, pour aller un peu plus loin dans votre question, alors d'abord, la CFE-CGC ne représente pas que les cadres, il y a pour moitié des techniciens, des agents de maîtrise et aussi des cadres. Et par ailleurs, tous les cadres n'ont pas forcément toujours le même parcours. On n'est pas cadre dans une entreprise parce qu'on a fait des longues études à Bac+5, voire plus, et qu'on y est rentré à 24 ou 25 ans. On est cadre dans une entreprise, parfois parce qu'on y est rentré au bas de l'échelle, qu'on a travaillé, qu'on s'est investi, qu'on a pris des responsabilités, qu'on a été promu à l'encadrement. Et nous avons beaucoup des gens que nous représentons, ce sont d'ailleurs la majorité, des gens qui, dans les secteurs bancaires, de l'assurance, des secteurs de l'industrie, de la métallurgie, qui sont rentrés parfois à 20 ans dans leur entreprise, qui ont une carrière extrêmement investie, qui ont beaucoup travaillé et qui se voient arriver sur la fin de carrière et dont je dois dire la perspective de travailler 2 ans de plus n'est pas forcément une perspective réjouissante. Ouais. Après, il y a 2 tiers des Français, c'est intéressant, 2 tiers des Français qui ne veulent pas, on le sait bien de cette réforme, un peu plus que 2 tiers d'ailleurs, mais il y a une proportion quasi identique qui finalement pense que cette réforme va se faire et sera votée, sera appliquée. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ça ? Ça évoque finalement une certaine forme de résignation qu'il y a dans cette société. Une résignation. Parce qu'il faut la faire, cette réforme. Moi, je ne crois pas qu'il faille faire cette réforme. Cette réforme, de toute façon, n'a rien d'urgent. Il faut toujours travailler sur les questions de l'équilibre et de la pérennité du système. Et ça, c'est ce qu'on fait. Vous savez que nous sommes dans les organismes de retraite complémentaire. On prend des décisions quasiment tous les ans dans des conseils d'administration pour ajuster les différents paramètres et faire que les réserves, aujourd'hui, soient au niveau où elles sont. Vous savez qu'il y a 180 milliards de réserves brutes dans les différents régimes qui sont pour partie des régimes de retraite complémentaires. Donc la situation patrimoniale n'est pas mauvaise, mais par ailleurs, il faut être attentif effectivement à ce que les équilibres et les trajectoires soient maintenus. Là-dessus, je ne suis pas du tout en désaccord. C'est ma responsabilité d'une certaine façon que de le dire. Mais simplement, d'abord, premièrement, il n'y a pas d'urgence. Et cette réforme, celle-ci de décalage à 64 ans, n'est pas justifiée. Et surtout, elle est très très injuste. Un exemple, puisque vous avez évoqué le cas des cadres, vous savez, il y a une grande injustice aujourd'hui qui est faite entre l'homme et la femme. Pour la raison, ça a été beaucoup commenté, que les femmes mères de famille ont ce bénéfice réparateur d'une certaine façon de 8 trimestres qui leur est attribué par enfant et qui leur permet, pour certaines, de pouvoir prendre leur retraite aujourd'hui à 62 ans, ayant eu une carrière, on va dire, quasi complète, ou en tout cas pas loin. Et donc là, on a quand même une grande injustice, parce que décaler à 64 ans, pour un homme qui aujourd'hui aurait commencé sa carrière à 24 ans, qui de toute façon a prévu
de le partir à 66 et dont l'épouse, ayant fait peut-être le même parcours, a prévu, elle, de partir à 62, pour lui, ça ne change rien. Pour elle, ça change 2 ans. C'est pour ça que Olivier Dussopt et le président Macron, en déplacement au salon de l'agriculture, a déclaré, tous deux d'ailleurs ont déclaré, être ouverts justement à enrichir, est-ce que le Sénat puisse enrichir le texte, notamment en faveur des femmes. Oui, alors ils sont ouverts, mais ceci dit, ils prévoient de faire 13 milliards d'économies et de toute façon, à la fin, il faudra bien que quelqu'un paye. Si vous voulez, c'est un peu le problème des mesures de cette nature, c'est qu'elles sont très discriminantes, elles déterminent des publics cibles qui vont plus contribuer à ces économies-là, hein, qui sont attendues. Et j'y reviens, là encore, la problématique n'est pas une problématique de dépenses. On est parti sur une valeur moyenne de 14% du PIB, qui d'ailleurs devrait baisser dans 3 hypothèses du corps. Et c'est juste une question de ressources. Or, nous, on a des propositions pour augmenter les ressources. Alors, plus d'impôts? Non, pas du tout. Vous savez, comment dire, le président de la République dit il faut que les gens travaillent plus. Nous, on dit il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Or, ça, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Simplement, il faut réfléchir un peu aux conditions dans lesquelles on travaille. Peut-être réorganiser un peu les entreprises pour qu'elles mettent un peu moins la pression sur les gens. Toujours, vous savez, cette pression, on peut toujours, pour maximiser les profits, les bénéfices, on en parlait tout à l'heure en début d'intervention. Il en faut des bénéfices. C'est signe de bonne santé. Mais moi, j'ai rien contre les bénéfices. Bien au contraire, je pense qu'un pays dans lequel les entreprises fonctionnent et font du bénéfice, c'est un pays dans lequel les choses vont bien. Mais il faut investir au bon endroit. Je vais prendre un exemple. La France est un peu à la traîne dans l'OCDE sur les investissements dans la recherche publique. 2,2% du PIB. Là où l'Allemagne fait 3,2. Vous vous rendez compte, c'est colossal l'écart. La Corée du Sud fait 4,5. Moi, j'arrête pas de le dire, mais j'ai l'impression que je plaide dans un désert. Tout le monde me dit oui, vous avez raison, mais finalement, personne ne fait rien. Et ça s'incarne comment? Eh bien, c'est la fuite des cerveaux, en fait. Quand vous regardez aujourd'hui la génération des gens qui ont 30 ans, hein, qui ont fait des longues études, qui ont fait un doctorat, qui aujourd'hui voudraient s'investir dans la recherche publique, on leur dit il n'y a pas de poste. Ces gens-là vont travailler en Norvège, en Hollande, en Suisse, qui les accueillent bien volontiers, aux États-Unis, où on leur fait des conditions extrêmement attractives pour qu'ils puissent développer leur créativité. Mais en France, il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de poste parce qu'il n'y a pas de budget. Hein, ils envoient leur candidature au CNRS. On leur dit refaites candidature dans 5 ans. Mais ça devrait être la priorité du gouvernement. Ça devrait être le sujet majeur. C'est quand même pas normal que quand un brillant cerveau... Quand vous en parlez Dussopt au ministre ou bien sûr, je leur en parle, mais évidemment, ils lèvent les yeux au ciel parce qu'ils n'ont pas, je le crois, de politique suffisamment bien ciblée et bien pensée, de politique stratégique pour relancer une activité économique de haut niveau. On tire vers le bas l'économie, là où, de mon point de vue, il faudrait la tirer vers le haut. Merci de passer nous voir. François Merrill, donc président de la CFE-CGC, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous de votre invitation.